Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi des grands nombres, ou plutôt des lois des grands nombres. Commençons par la première, la loi faible des grands nombres. Donc je vais prendre une suite de variables aléatoires, xn, qui sont dans L2. Ces variables aléatoires, je vais leur demander d'être indépendantes et identiquement distribuées. On dit souvent IID pour indépendante et identiquement distribuées. Je vais noter m l'espérance de xn. Alors vous notez que je dis m l'espérance de xn, je ne dis pas mn, puisque l'espérance de xn sera forcément toujours la même, c'est une constante, puisque les xn sont identiquement distribués. Donc je note m cette espérance, et je vais noter grand mn, la moyenne des grand n premières variables aléatoires, donc 1 sur grand n fois la somme pour petit n variant de 1 jusqu'à grand n de xn. Bon. Eh bien, le théorème qu'on énonce, la loi faible des grands nombres, dit que Mn tend vers M en probabilité. Voilà ce qu'il annonce. Dit autrement, quel que soit epsilon positif, la limite lorsque grand N tend vers plus l'infini de la probabilité de Mn moins M plus grand qu'epsilon est égale à 0. Faisons la démonstration. Donc je vais noter donc m, l'espérance du xn, donc la notation qu'on a introduite tout à l'heure, sigma carré, la variance du xn, donc sigma l'écart type, qui, pour les raisons qu'on vient de dire, également est indépendant de n, puisque xn, encore une fois, est identiquement distribué, c'est-à-dire c'est la même loi pour tous les xn. Bon. Alors, je vais calculer l'espérance de Mn. L'espérance de Mn, c'est l'espérance de 1 sur n somme des xn, et donc par linéarité, l'espérance est une intégrale, c'est 1 sur n somme des espérances des xn. L'espérance des xn, c'est m. Donc ça me fait la somme pour n variant de 1 jusqu'à grand n de m divisé par n, c'est bien sûr m. Pour la variance, je calcule la variance de 1 sur n fois cette somme, donc je sors le 1 sur n, ça me fait 1 sur n carré, somme des variances des xn, dont on sait que c'est sigma carré, et donc il reste sigma carré divisé par n. Bon. Alors, à ce stade, je vais prendre un epsilon strictement positif, et je vais appliquer l'inégalité de Chebyshev. Et ça me donne que la probabilité de Mn moins son espérance plus grand qu'epsilon, eh bien ça, ce sera plus petit que 1 sur epsilon carré, fois la variance de Mn, mais la variance de Mn, on vient de la calculer, c'est sigma carré sur n. Donc voilà ce que j'obtiens, ce qui signifie que lorsque, pour tous les epsilon positifs, la limite, lorsque grand n tend vers plus l'infini de la probabilité de Mn moins m en valeur absolue plus grand qu'epsilon, eh bien ça, cette limite est égale à 0. Donc, effectivement, j'ai bien démontré la loi faible des grands nombres, j'ai bien la convergence en probabilité de ma variable aléatoire grand Mn vers m. Donnons un exemple. Je vais prendre yn qui est le énième lancé d'un dé. Donc là, on va avoir pour le dé une loi uniforme discrète. Et puis xn qui va être, est-ce que au énième lancé de dé, j'ai obtenu 4 ? Bon, donc ça c'est typiquement une loi de Bernoulli de paramètre 1/6. Bon. Alors, si maintenant je note Mn, la somme des xn et que je divise par grand N, donc je fais la moyenne, eh bien, on s'attend à ce que, enfin, c'est un peu plus qu'on s'attend d'ailleurs, on va voir M qui est l'espérance qui va être 1/6. Bon, eh bien, que dit la loi faible des grands nombres? Elle dit que si je prends un epsilon qui est à 1%, donc 0,01, plus n est grand, moins il est probable, que je mets évidemment entre guillemets, là je donne une heuristique, j'essaie de faire comprendre ce qui se passe, c'est pas un terme très mathématique, enfin c'est un terme très mathématique qui veut dire autre chose, donc il est probable que Mn, il est de moins en moins probable que Mn ne soit pas dans l'intervalle 1/6 moins 0,01, 1/6 plus 0,01. Voilà. Je dis la chose de la manière suivante. Au fur et à mesure que n augmente, les valeurs de Mn se groupent autour de 1/6, ce qui n'exclut pas une petite entorse de temps en temps, à l'extérieur donc de cet intervalle, mais on va avoir ces valeurs de Mn qui vont se grouper autour de 1/6. Alors en revanche, cette loi faible des grands nombres, elle ne donne pas d'informations sur les états, petit oméga donc grand oméga, pour lesquels Mn d'oméga tend vers M. On n'a pas cette information. En fait, on pourrait tout à fait être dans la situation où on pourrait avoir une petite zone rebelle qui bouge partout dans oméga, donc de mesure non nulle, qui tend vers 0, mais vous voyez, pour laquelle on ne va pas avoir de convergence. Donc ça, c'est effectivement
une difficulté de la loi faible des grands nombres, mais nous avons une deuxième version qui est la loi forte des grands nombres. Donc on va prendre les mêmes hypothèses. Donc je prends xn, une suite de variables aléatoires de L2 qui sont IID, donc indépendantes et identiquement distribuées, donc elles ont toutes la même loi. Je vais noter petit m, encore une fois, l'espérance, donc évidemment une constante, mn qui est, comme on vient de le dire, la moyenne des grands n premières variables aléatoires xn. Eh bien, la limite de mn va être maintenant presque sûre et dans L2. Donc j'ai deux types de convergence, plus fortes toutes les deux d'ailleurs que la convergence en probabilité. Donc vous remarquez d'ailleurs que la loi forte des grands nombres implique la loi faible des grands nombres, hein, puisque vous avez, dans la vidéo précédente, on a comparé les modes de convergence, et presque sûrement et L2 entraînent toutes les deux, hein, donc on a pour deux bonnes raisons, entraînent la convergence en probabilité. Mais je vous rappelle que presque sûrement et L2, en revanche, ne s'impliquent pas l'une et l'autre. Donc on a vraiment, il est vraiment pertinent d'expliciter qu'on a ces deux modes de convergence. Pour la démonstration, je vous renvoie vers les notes de cours. Donc le théorème, la loi forte des grands nombres, bon, elle est évidemment un peu plus compliquée à démontrer que la loi faible des grands nombres, qui s'est démontrée finalement très rapidement grâce à Chebyshev. Alors il y a plusieurs conséquences importantes. La première conséquence importante, c'est que ça valide d'une certaine manière cette approche fréquentielle, hein, cette approche statistique pour calculer des probabilités. Finalement, il y a un lien, manifestement, que l'on peut faire entre la probabilité d'un événement et sa fréquence de réalisation. Vous voyez, d'une certaine manière, on sait bien que quand on joue avec un dé, si on le lance plusieurs fois, ça va justement, enfin le 4 va sortir à peu près une fois sur 6. Vous voyez, ou quand on joue à pile ou face, on sait bien que si on fait un très grand nombre de réalisations et qu'on compte le nombre de piles et le nombre de faces, eh bien, lorsque le nombre de réalisations est très grand, eh bien, on s'attend effectivement à avoir à peu près 50% de piles et 50% de faces. Donc, ça veut dire qu'on peut, d'un point de vue modélisation, estimer la probabilité d'un événement en le réalisant un très grand nombre de fois, bien sûr sous les hypothèses qui ont été indiquées, c'est-à-dire sous l'hypothèse d'indépendance, et puis il faut évidemment que les variables aléatoires soient identiquement distribuées. Donc ça c'est la première chose, hein, c'est vraiment ce lien entre la fréquence statistique et la probabilité de l'événement, donc il est établi grâce à la loi des grands nombres. Deuxième conséquence, donc, qui est d'ailleurs pas complètement décorrélée, sans jeu de mots, du reste, c'est que on peut expliquer le comportement macroscopique de certains systèmes physiques qui ont un grand nombre de particules à partir du comportement microscopique de ces particules. Hein. Donc on peut, alors par exemple en physique statistique, ce sont des choses qui se font. Pensez notamment à Boltzmann. Donc voilà, donc à partir du comportement microscopique, je dirais, d'agents, eh bien on peut revenir à une vision plus macroscopique. Donc ça, c'est une conséquence importante également. Troisième conséquence, on peut réaliser des simulations numériques. L'exemple très connu étant la méthode de Monte-Carlo. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne sur un exemple. On va prendre une fonction f qui va de R dans R+, qui est dans L1, donc je vais pouvoir l'intégrer, et je vais prendre une variable aléatoire x, donc qui suit une loi uniforme sur 0,1. Donc pour tout borélien B, eh bien P de x appartient à B, c'est l'intégrale sur B de la fonction indicatrice de 0,1 x, lambda de x, hein, puisque la fonction indicatrice 0,1, c'est la densité de la variable aléatoire de la loi uniforme par rapport à la mesure de Lebesgue. Bon, donc si maintenant je prends une suite de variables aléatoires xn, qui sont donc toutes suivant donc cette même loi, loi uniforme continue entre 0 et 1, hein, donc elles sont bien identiquement distribuées, et je les suppose en plus indépendantes. Bon, alors la loi des grands nombres me dit que la limite de 1 sur n somme pour petit n variant de 1 jusqu'à grand n de f de xn, c'est l'espérance de f de x. Mais par ailleurs, je sais que cette espérance de f de x, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, lambda de x. Bon, donc ce que j'ai, c'est que je vais pouvoir approximer mon intégrale sur 0,1 de f de x par, alors donc ça va être égal à la limite, donc je vais pouvoir l'approximer par une somme avec un très grand n, avec un n très grand.
Bon. Et puis bien sûr, on peut faire la même chose, hein, si au lieu d'être dans R, je suis dans RD, les choses marchent de la même manière. Alors, du coup, donnons un exemple d'utilisation de ça, par exemple pour calculer pi. Bon, alors je vais prendre le quart de cercle, enfin plus exactement le quart de disque, donc voilà le quart de disque, et je vais prendre une fonction f qui va de R2 dans R, et qui, à un point, fait correspondre à 1 si on est dans le quart de disque, et 0 sinon. Donc c'est la fonction indicatrice du quart de disque, cette fonction f. Bon, eh bien, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre des points, donc je vais faire un programme, hein, vous voyez, c'est quelques dizaines de lignes. Je vais faire un programme, je vais prendre au hasard des points, et puis je vais regarder la valeur de f en ce point. Soit c'est dans le disque, auquel cas je vais avoir 1, soit c'est à l'extérieur du disque, et dans ce cas, j'aurai 0. Hein, donc, autrement dit, je vais compter le nombre de points qui sont dedans et qui sont dehors, et puis je vais voir ce qui se passe. Bon, ce que me dit la loi des grands nombres, c'est que si je fais le ratio quelque part, je devrais tomber sur l'intégrale de f sur le quart de disque. Hein, donc si après je veux effectivement connaître pi, je multiplierai par 4 et j'aurai quelque chose qui va tendre vers pi. Bon, alors ce qui est important à ce stade, c'est dans mon programme, donc là qui est écrit en Python, c'est de pouvoir avoir accès à une loi uniforme sur 0,1. Alors, en Python, on va pouvoir utiliser random. Donc, si on regarde sur le manuel de Python, on nous dit des choses intéressantes. On nous dit que c'est ce qui va nous donner justement une loi uniforme sur 0,1. Alors après, on peut même voir comment l'ordinateur arrive à générer ces nombres aléatoires, en fait, c'est pseudo-aléatoires. Bon, des choses très intéressantes à dire là-dessus, mais on va pas les dire. Donc, on considère simplement que l'ordinateur va nous générer des nombres aléatoires qui suivent une loi, qui sont distribués selon une loi uniforme. Bon. Donc, d'ailleurs, on peut essayer, hein, si vous allez sur Python, donc vous pouvez essayer de faire random plusieurs fois. Vous allez voir que vous allez avoir des nombres compris entre 0 et 1, donc nombres aléatoires entre 0 et 1. Voilà. Donc oui, on fait random plusieurs fois et on a des nombres différents. Voilà. Bon, donc voilà. Donc on a fait ce programme. On va faire tourner le programme. Hein, donc voilà le programme. On le fait tourner. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a les points qui sont dans le disque, on a les points qui sont à l'extérieur du disque, et on compte, et puis évidemment, au fur et à mesure que n augmente, eh bien, on va se rapprocher de pi sur 4. J'ai multiplié par 4 hein, dans ce que j'affiche, et voilà, donc on s'approche effectivement de pi. Alors bon, la convergence n'est pas spectaculaire, hein, bien sûr, mais vous voyez, donc on applique la loi des grands nombres. Et alors, cette méthode de Monte-Carlo, elle est assez très utilisée hein, pour calculer des approximations d'intégrales, bon, notamment lorsque l'on est en très grande dimension. C'est une méthode qui est très utilisée. Donc voilà également une conséquence importante de la loi des grands nombres avec une application en calcul numérique.